on est souvent porté à répondre aux attentes. À chercher à répondre aux attentes. Puis il dit, les hommes ont des siècles d'avance d'avance sur nous pour la liberté parce qu'ils ont beaucoup plus développé que nous la capacité de différer la réponse à l'attente. C'est pour ça, entre autres, que beaucoup de femmes se choquent contre leur conjoint. Repère avec Louis-André Richard. Caroline Mineau, ou Comment habiter une cage ouverte. Professeure dans le réseau collégial, Caroline Mineau a écrit un joli essai mettant en perspective la liberté et ses paradoxes. S'appuyant sur la philosophie comme sur les sciences cognitives, elle nous invite à réfléchir aux normes qu'on internalise, à nos stratégies d'évitement et à tout ce qui conditionne nos désirs, nos choix et nos ambitions individuelles et collectives. En sa compagnie, suivons le fil de sa pensée. Bonne écoute! Caroline Mineau, vous êtes professeure de philosophie au collégial et vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Habiter une cage ouverte », ce qui va nous servir de prétexte pour parler d'un thème qui nous est cher, celui de la liberté. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté généreusement de vous prêter à ce jeu de la conversation et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi ce titre si joli? Si je vous demande de justifier ce titre, « Habiter une cage ouverte », qu'est-ce que ça vous a inspiré? La liberté, c'est un thème très vaste, hein, puis qu'on peut aborder vraiment par différents angles. J'avoue que j'ai commencé ma réflexion de façon assez ouverte, puis que ça s'est précisé en cours de route. D'ailleurs, le titre est arrivé à la toute fin, là, puis ça n'a pas été facile à trouver. Peut-être que ce qui peut rendre compte du titre, c'est un peu l'approche que j'ai prise. Plutôt que d'arriver là, avec une approche du haut vers le bas, là, une conception ferme, je suis allée plus en mode exploratoire. Je suis partie d'une définition fonctionnelle là, de la liberté comme étant une faculté humaine qui nous rend capable de choisir puis de vivre selon les choix qu'on fait. Puis, j'ai voulu examiner quelles sont les conditions qui peuvent favoriser le développement puis l'exercice de la liberté. Donc, je suis partie un peu à la rencontre de la liberté comme phénomène, comme quelque chose de vécu, qui peut ou non être plus ou moins restreint. Puis, je suis beaucoup allée, je suis partie des idées courantes qu'on entend sur la liberté, les idées que j'entends entre autres dans mes échanges avec les étudiants, là. La liberté comme étant quelque chose qui est favorisé par la richesse, par la technologie, par un certain mode de rapport à soi. Puis, force a été de constater que souvent, on se retrouve face à un paradoxe, hein, en un sens. La richesse favorise la liberté, mais en un autre sens, le désir de richesse peut venir, en quelque sorte, nous donner des contraintes intérieures assez fortes. Donc, j'étais constamment aux prises dans mon processus de réflexion, de mon processus d'écriture, avec une idée puis son contraire. Puis j'ai voulu rendre compte de ça dans le titre du livre, hein. On a beaucoup réfléchi avec l'éditeur. Comment on peut rendre compte de ça? Puis, l'idée de la cage ouverte, c'est en soi un paradoxe, hein. La cage, c'est beaucoup associé à l'idée d'enfermement, qui nous semble contraire à la liberté. La cage ouverte, ça, il y a l'ouverture qui est plus conforme à l'idée qu'on se fait de la liberté, mais une cage ouverte, ça fait pas de sens. La cage est faite pour enfermer. Donc, c'est un peu ça que je voulais exprimer. L'idée que la liberté humaine, c'est au fond d'habiter les contraintes qui viennent de notre nature ou de notre condition, en prendre conscience, mais à l'intérieur de ces contraintes-là, aménager l'espace qu'on a, le prendre en charge puis l'aménager, pas juste subir les contraintes. Donc, c'est un nouveau rapport aux contraintes. Puis peut-être s'ouvrir à l'idée que les contraintes qu'on pense avoir sont peut-être pas si étroites que ça, puis qu'au fond, l'espace qu'on a, notre espace pour se mouvoir est beaucoup plus large, là. Donc, c'est ça l'idée de la cage ouverte, hein, l'espèce d'appel à essayer de voir si, justement, on n'a pas plus de possibilités qu'on en a. Sortir de sa cage, ça prend un peu de courage aussi, là. Et c'est ce que j'allais dire, ce que je trouve très inspirant dans votre titre, c'est la possibilité d'y voir une condition à l'intérieur de laquelle la cage est ouverte, mais finalement, on décide de rester dans la cage.
Oui, il y a peut-être cette idée-là. J'avoue que je n'y avais pas pensé spontanément, mais c'est peut-être rendu par le verbe, hein, habiter. Oui. Je me suis j'ai discuté avec l'éditeur qui voulait vivre. Tu sais, il trouvait ça vivant puis positif, vivre. Mais moi, vivre, c'est un peu passif, en quelque sorte. Là. Vivre, c'est ce qu'on fait par défaut, en quelque sorte, alors qu'habiter, c'est prendre en charge, c'est aménager, c'est réfléchir à comment on veut que ce soit, là. Fait que oui, dans ce sens-là, on peut explorer les limites, puis jusqu'où on peut aller, mais on peut choisir, une fois qu'on sait ça, de revenir dans notre zone, là. Ouais. Ce que vous dites vivre, opposé à habiter, si je traduis bien ce que vous dites, là, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est cette idée d'une existence vive qui est subie par la force des choses. Habiter, c'est l'acte humain qui consiste à prendre notre existence en charge. Est-ce que c'est bien ça? À adhérer, en un certain sens, consciemment, puis à choisir ça. Tu sais, l'image que j'ai eue quand on m'a proposé vivre dans une cage ouverte, ben là, j'ai imaginé un ado qui vit dans le sous-sol de ses parents, tu sais. Oui. Il est chez lui, mais tu sais, il subit les contraintes de ses parents, les règles, puis bon, il s'en accommode, puis tout ça, mais tu sais, il a hâte de s'en aller, là. Alors que quand tu habites réellement ta maison, c'est toi qui décides des règles que tu te donnes. Puis, bon... Ça peut aller jusqu'à assumer les règles qui nous sont imposées, mais on va les choisir, finalement. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai une idée de Rousseau qui m'est souvent venue à l'esprit quand je réfléchissais. Ça vient si je ne me trompe pas, du discours sur l'économie politique, là. On est libre quand on choisit pas nécessairement les lois selon lesquelles on vit, parce qu'on n'est pas toujours au pouvoir, mais quand on se dit, ben, si je l'avais choisi, c'est ça que j'aurais choisi. Tu sais, on reconnaît la bonté de ce qui nous est imposé, en quelque sorte. Donc ça, c'est la version politique, mais je pense qu'anthropologiquement aussi, là, tu sais, on peut se révolter contre... je suis dans le stoïcisme, là, présentement, avec mes étudiants. On peut se révolter contre la mortalité. Tu sais, j'aimerais mieux pas mourir, mais une fois qu'on se dit, ben, c'est la limite, c'est ça, puis qu'on y adhère, puis qu'on réfléchit aux possibilités que ça nous donne, ben, on peut l'assumer, puis embrasser notre mortalité, puis faire quelque chose d'intéressant avec, là. Oui, d'ailleurs, on y reviendra, là, mais vous faites référence au stoïcisme dans votre livre, puis à l'amitié, qui est présenté, si j'ai bien compris, comme un mode solution, c'est peut-être pas le bon mot, mais une façon d'assumer, encore une fois, une voie de sortie pour aménager notre rapport aux contraintes, là, ou je dirais peut-être plutôt développer l'acte humain le plus intéressant, compte tenu qu'on est soumis à des contraintes. Enfin bref, on y reviendra. Au début de votre livre, vous avez cette référence à Aristote que j'aime bien, moi, personnellement. C'est cette référence qui suggère qu'un être humain, c'est comme un archer dont l'activité consiste à viser et à tirer la flèche vers la cible. Est-ce que je peux dire que votre projet de livre, c'était de déterminer la cible au regard de la liberté ou pas? Bien, en tout cas, je pense pas que si c'était mon projet, j'y aurais très bien réussi, hein, parce que, tu sais, entre autres, la cible, c'est peut-être le bonheur, c'est peut-être le sens de la vie, c'est peut-être ce pourquoi on devrait vivre. Puis ça, je pense pas que mon livre présente une réponse définitive à ça, mais je pense que mon projet, c'était plus d'encourager à la recherche de la cible. Bon, je pense qu'Aristote le dit, mais Sénèque le dit aussi. Avant de se mettre en marche vers le bonheur, il faut connaître son but, sa destination, le but qu'on devrait viser. Oui. Puis, parce que si tu pars, plus tu vas être efficace dans les moyens que tu vas mettre en œuvre. Si tu pars n'importe où, tu vas t'éloigner du but, plus tu vas avancer. Fait que c'est un peu de sensibiliser, à une époque un peu relativiste où on se dit, ben, tu sais, ça appartient à chacun, c'est à chacun de décider. Ben, de se dire, OK, ben oui, on a des décisions à prendre, là, puis il y a certainement des choses qui relèvent de notre individualité puis de nos buts. Là, je nie absolument pas ça. Mais avant de partir, ben, ça vaut la peine de pas juste se laisser conditionner par ce qu'on pense au départ qui serait bon pour nous, puis de prendre le recul qu'il faut pour se demander, mais ça, est-ce que c'est bon pour vrai? Est-ce que c'est bon pour vrai? Puis bon, je ne l'ai pas, moi, le critère absolu pour le juger. Je ne le présente pas dans mon livre. Et vous parliez de l'amitié tantôt. Bien, l'ami nous aide aussi à mettre en perspective, hein, à pas nécessairement prendre pour acquis ce qu'on pensait déjà.
Surtout que ce qu'on pensait déjà, tu sais, on a tendance à penser, puis ça, c'est peut-être notre culture qui nous amène à ça, là, mais à penser que c'est nous, puis que c'est notre individualité, mais c'est souvent très artificiel, tu sais. Nos goûts, ils sont façonnés par quoi? Bien, par les activités auxquelles on a eu accès quand on était enfant, à travers lesquelles on choisit, là, en fonction de peut-être notre personnalité, là, mais quand même, c'est des possibilités qui sont restreintes en nombre. Là. On n'a pas du tout la même expérience de jeunesse que des Spartiates du 4e siècle avant Jésus-Christ. Fait que, tu sais, ce à quoi on s'identifie, ben, c'est beaucoup en fonction de les possibilités que notre milieu puis notre société plus largement nous a offertes. Donc, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui vient réellement de nous. Puis je pense que ben, être libre, c'est être capable de prendre conscience de ça puis de remettre ça en question aussi pour se demander, ben, ma société, as-tu raison de m'enligner dans cette... Puis c'est pour ça que je fais référence à l'allégorie de la caverne aussi. Oui, alors je voulais vous amener là, mais vous y allez vous-même, c'est formidable. Et je vais en plus... parce que vous avez dit une chose qui m'apparaît cruciale au sujet de l'amitié, le rôle de l'ami qui nous aide à recibler, réorienter nos choix, peu importe. J'aimerais vous interroger là-dessus, quitte à greffer l'allégorie après, mais quand vous dites ça, puis quand je vous ai lu, je me dis, est-ce que, à notre époque, dans votre expérience d'ailleurs d'enseignante auprès des jeunes de cette génération, est-ce que cette fonction de l'amitié s'est perdue? C'est-à-dire une relation interpersonnelle, là, où d'une certaine façon, pour reprendre le vocabulaire des stoïciens puis celui d'Aristote, où on vise la vérité, d'être vrai avec l'autre. Et dans cette perspective-là, on peut corriger, on peut... des fois, j'ai l'impression qu'on n'est plus là du tout. Oui. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est différent aujourd'hui qu'avant. Là. Aristote, Sénèque, Montaigne, ils disent tous que les vraies amitiés profondes, riches, sont rares, sont très, très rares. Donc, si c'est le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est rare, puis c'est difficile d'avoir un ami comme ça. Je pense qu'à quelque part, Sénèque dit « l'autre plus sage que soi », d'avoir un ami en qui on a suffisamment confiance, puis pas juste confiance qui va être là pour nous, mais confiance qui a un bon jugement. Bon, c'est pas quelque chose que tout le monde a ou qu'on a avec tous nos amis non plus. Là. Je pense que des fois, le psychologue joue un peu le substitut de ça. C'est un genre de substitut d'amis payés qui peut peut-être nous aider à jouer ce rôle-là aussi. Donc, oui, ben, c'est ça. Je pense que c'est rare. Puis, ben, peut-être que, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, se rendre compte de ce qui nous arrive spontanément, c'est pas nécessairement à ça que se limitent les possibles humains. Je pense une bonne réflexion sur l'amitié aussi, là, tu sais. Bon, spontanément, j'ai surtout des amis plaisants, là, avec qui j'ai du fun, puis tout ça. Mais réfléchir à l'amitié, ça nous permet de voir qu'un ami, ça peut être plus que ça, puis donc aller chercher, puis faire advenir dans la réalité des choses qui peut-être viennent pas spontanément, parce que... Comme enseignante, là, ce que vous dites, ça trouve un écho chez vos étudiantes et étudiants? Le cours sur l'amitié, dans mon cours 101, là, je fais une petite heure et demie là, sur l'amitié chez Aristote, puis les oreilles s'ouvrent, là. Puis les yeux s'ouvrent. Des fois, ils dorment un peu sur leur bureau, mais là, ils se réveillent. Puis ils se lèvent. Puis j'ai souvent des remerciements, parce que c'est comme si... C'est ça, Aristote distingue entre 3 formes d'amitié. Les amitiés basées sur le plaisir, que les étudiants, puis monsieur, madame, tout le monde connaissent très bien, là, surtout que c'est souvent le premier type d'amis qui nous arrive dans l'enfance. Hein. On est amis avec les gens avec qui on aime jouer. Mais souvent, on continue comme ça, sur ce mode-là, à l'âge adulte aussi. Il y a les amis qui sont utiles. Puis là, il faut distinguer les amis utiles des relations d'exploitation. Là. Pour que ce soit un ami, il faut quand même qu'il y ait de la bienveillance, puis de l'affection réciproque, puis tout ça. Ça, ils comprennent ça aussi, travaux d'équipe, puis tout ça. C'est le monde avec qui on travaille bien. Puis c'est ça. Après ça, il y a l'amitié vertueuse. Donc, l'ami avec qui on est amis parce qu'on partage ensemble une espèce d'idéal moral commun. Là. On l'aime parce qu'il... C'est une bonne personne, là, mais pas juste une bonne personnalité. Là. C'est ça. C'est quelqu'un qui est en chemin vers... qui se donne pour objectif, justement, là, de ne pas se laisser aller au jugement de la foule, puis d'apprendre à juger par lui-même de façon raisonnable des choses, puis de travailler à ce que ses affects soient en concordance avec ça. Donc, ce type d'amitié-là, ben, c'est le genre d'amitié qui justement, peut
peut nous aider à ce que la prise de distance par rapport aux normes, qui peut être souffrante quand on la fait seule, parce qu'on s'aliène un peu les autres, des fois même il y a de l'hostilité, bien, se fasse de façon beaucoup plus douce, parce qu'on le fait avec quelqu'un d'autre, puis pour une raison qu'on est capable d'alimenter. Donc ça, c'est pas quelque chose que les jeunes ont nécessairement tous expérimenté. Des fois, ils ont vécu quelque chose de cet ordre-là avec leurs amis intimes, qui leur ont déjà dit « Ah oui, mais t'as-tu pensé à ça? Puis t'as-tu vu ça de même? » Ils ont comme une expérience un peu de ce type-là. Pas nécessairement au niveau de la vertu. Des fois, le terme est un peu rébarbatif pour eux. Là. Ils trouvent ça très normatif. Mais je pense que ça leur fait du bien de voir que l'amitié, ça peut être plus que ce qu'ils ont vécu. Puis Sénèque est quand même assez intéressant pour les conseils. Là. Comment ça peut devenir comme ça, là, si vous avez quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Il y a les paradoxes de la liberté, on y reviendra, mais là, on voit bien le paradoxe de l'amitié. Puis, je me permettrai de boucler la boucle en disant que j'ai la même expérience comme prof. C'est à la fois, quand je donne un cours sur l'amitié, tout le monde constate la rareté de la chose, mais comme vous dites, ça stimule les étudiants parce qu'il me semble que l'aspiration, elle, est plus forte que le reste. Donc, je pense qu'il y a une expérience commune pour les profs de philo qui touchent à ce thème-là. On touche à quelque chose de vraiment très, très essentiel. Puis ça donne sans doute tout à fait raison au développement dans votre livre vers la fin qui établit l'importance de ce lien humain. Alors, revenons ou allons à l'allégorie de la caverne. Dans l'allégorie de la caverne, ce rapport à la liberté, vous l'exprimez de façon fort originale. Alors, je vous laisserai le soin de nous dire comment vous voyez-vous l'allégorie de la caverne, dans votre analyse de l'allégorie de la caverne, comment vous avez privilégié le rapport à la liberté. Vous avez, pour vous orienter très concrètement, fait allusion dans le livre à cette idée que les prisonniers ont les mains libres. On ne parle pas d'une cage ouverte, mais d'avoir les moyens de sortir de la cage, si je peux dire, ou de se délier des liens. Alors, comment vous interprétez l'allégorie de la caverne à la lumière de votre réflexion sur la liberté? Oui, bien, je ne proposerai pas une interprétation globale. On s'entend, on va être là encore demain matin. Oui, c'est ça. L'usage que j'en fais, bien, c'est ça. Je pense que l'aspect que ce sont des prisonniers qui s'ignorent. Tu sais, les mains libres, moi, ça me suggère que s'ils voulaient se libérer, ils pourraient. Donc, le problème, c'est pas tant l'incapacité, c'est le manque de volonté. Puis manque de volonté qui vient d'un manque de conscience. T'sais, ils sont dans ce qu'on appelle l'ignorance double. Là. Ils pensent que les idées qu'ils ont toujours eues sur la réalité sont la réalité parce qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre. Puis parce que quand ils parlent les uns aux autres, tout le monde voit la même chose, puis tout le monde se confirme. Donc, tant qu'on est là-dedans, ben, on est des prisonniers. On n'en souffre pas. Hein? D'ailleurs, on le voit bien dans l'allégorie de la caverne, hein, quand le libérateur, si on veut l'appeler comme ça, arrive puis essaie de libérer quelqu'un, il ne se fait pas remercier. Là. Non, le prisonnier se débat. Il était mieux avant, il était confortable. C'est ce que les étudiants appellent comme la zone de confort. C'est le fond de la caverne. Donc, c'est pour ça que je pense que la prise de conscience, le premier pas vers une plus grande liberté, c'est la prise de conscience du caractère socialement institué de la plupart, peut-être même de toutes nos idées. Là. Les idées qu'on a sur les choses, autant les choses courantes que les choses plus importantes, comme le bonheur, comme le bien, le mal, ils nous viennent d'emblée j'hésite à utiliser le terme éducation, là, parce que Platon nous dit que s'éduquer, c'est pas ça, là, mais disons, l'éducation sociale ou la formation sociale qu'on a reçue. On pense que telle chose va nous amener le bonheur parce que c'est ça qu'on a toujours vu autour de nous, c'est ça qu'on a toujours cru, c'est ça que les gens disent. Donc, la première étape, je pense, c'est de se distancer, de se dire, bien ça, je le pense. Puis là, on y adhère encore, je le pense vrai, mais je le sais pas, au fond. Je ne l'ai pas vraiment vérifié. C'est pas par expérience, c'est pas par une réflexion, j'ai pas de preuves. C'est juste parce que c'est ce qu'on m'a toujours... c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, ce détachement-là, ou cette prise de distance par rapport aux opinions, la simple prise de conscience que ce sont des opinions, donc des idées non vérifiées, je trouve qu'elle est déjà libératrice. Parce qu'après ça, bon, tu sais, on est un être social, tu sais, on va pas sortir physiquement de la société pour aller vivre dans le bois, il va falloir vivre à l'intérieur de ça. Puis donc, tu sais, pour pas
se faire taper dessus par les autres. Il va falloir, dans les faits, se conformer à une partie des normes qu'on n'aura peut-être même pas nous-mêmes complètement invalidées, parce qu'on s'entend que invalider là, des idées sur le bien, le mal, le vrai, c'est un processus qui peut durer toute une vie. Là. Le code Descartes, dont je parle de mon livre aussi, le montre. Oui. Descartes dit, OK, il faut ne retenir pour vrai que ce qu'on sait être certain, clair et distinct. Rejeter tout le reste, mais là, ben, il part dans cette quête-là, puis à mon avis, il est mort avant d'être arrivé au bout de sa quête. Puis il savait, parce que dès le discours de la méthode, il propose une morale provisoire, dont le dernier précepte dit, ben, conformez-vous aux normes de votre temps, comme ça, ben, les autres vont vous laisser tranquille à toute fin pratique. Mais ça, fait que, on peut dire, ben, c'est pas fort, là, c'est hypocrite, puis c'est pas conforme à l'idéal de vérité, l'idéal de liberté, mais en même temps, se conformer volontairement à quelque chose qu'on ne sait pas être vrai, c'est faire un choix conscient. C'est pas vivre dans l'illusion que c'est vrai puis que c'est bon, c'est dire, ben là, je le sais pas, je cherche. Fait qu'en attendant, ben, je vais l'appliquer parce que, ben, je constate pas de catastrophe immédiate, puis ça me permet que les autres me laissent dans ma quête de liberté. Donc, pour revenir à l'allégorie de la caverne, ben, c'est ça. Je pense que c'est la prise de conscience de l'origine de nos idées qui est un premier pas. Puis là, après ça, ben, c'est ça, la sortie de la caverne n'est pas évidente. Puis c'est ça, pour faire référence à ce que vous disiez au début, c'est ça que je ne fais pas dans mon livre, là. Je ne nous sors pas de la caverne pour nous dire voici à partir de quoi il faudrait juger, mais j'essaie de donner le goût de... Oui, c'est très important ce que vous dites. Moi, mon rapport à l'ignorance, quand je lis, comme vous, ce texte-là, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un choc qui a fait que j'ai pu remettre en question l'éducation reçue? Moi, je pense que l'éducation philosophique, c'est ce que présente Platon, mais c'est une conception de l'éducation qui repose aussi sur les liens qui nous tiennent prisonniers à cause de ce que vous avez dit, l'éducation reçue à la maison, renforcée dans la cour d'école, renforcée encore dans les opinions. Alors, j'arrive à 17-18 ans, l'âge de nos étudiants, puis bon, je suis héritier de tout ça. Si, dans l'allégorie de la caverne, on suggère que c'est un philosophe, c'est Socrate, qui va volontairement prendre les gens un à un, les brasser, puis qu'est-ce qui explique que ça puisse nous arriver? Et je dirais, sans vous demander d'entrer dans le détail de votre vie, il y a eu un moment dans votre existence, et c'est peut-être ce qui a fait que vous avez embrassé la carrière de prof de philo, avant de parler d'un travail, il y avait un moment, j'imagine, où... Qu'est-ce qui a provoqué le déclic de remettre en question l'éducation reçue? Oui. Bien, je pense qu'il y a un moment, puis parfois, peut-être même souvent, ça peut être des gens, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pas anodin là, que Platon parle d'une personne, parce que, tu sais, il peut y avoir des moments de déclic là, où on se met à douter, mais pour que ça se transforme en véritable démarche de sortie de la caverne, je pense qu'il faut être soutenu là-dedans. Mm-hmm. Puis c'est ça aussi que le personnage du libérateur fait, là, tu sais, il lâche pas, puis il tourmente, puis il évite que cette espèce de moment-là de déclic ne fasse que passer, puis qu'on revienne ensuite dans nos autres chaînes. Tu sais, le moment où on déclic, c'est pas ça la vraie libération, c'est juste le point de départ, là. C'est pour ça que, tu sais, je pense que... quand on regarde qu'est-ce qui peut faire des déclics, bien, des gens, mais des fois aussi des situations d'étonnement, là, des expériences d'étonnement. Des fois, la réalité ne rencontre pas nos attentes, puis là, on est étonné, puis on a des moments de clairvoyance, où on se rend compte, de lucidité, où on se rend compte que ce qu'on pensait savoir, on ne le sait pas vraiment. T'sais. Fait que c'est ça. Je pense que des fois, c'est la vie qui nous rentre dedans. Puis c'est ça. Des fois, c'est des professeurs. Moi, mes professeurs au cégep, certainement, là, ont joué ce rôle-là. Ils m'ont brassé. Ils ont remis en question des idées que je pensais. Puis des fois, de façon un peu choquante. Puis sur le coup, j'ai été un peu captivée par ce qu'ils disaient. Puis là, j'ai un peu adhéré sans trop de raison à ce qu'ils disaient. Puis là, après ça, je l'ai remis en question par la suite, là. En partie, j'ai continué ma réflexion, mais ça a été pas mal le cégep. C'est probablement pas pour rien que je suis revenue là. J'ai fait une courte boucle pour revenir enseigner au cégep. Ce moment-là où on a quelqu'un qui
ben, avec beaucoup de bienveillance, là, veut nous sortir de notre normalité puis nous amener à prendre d'autres postures. Donc, c'est souvent le moment où on change de disposition. Après ça, puis je pense qu'il faut faire peut-être une distinction entre le moment où on change de posture ou d'attitude versus la remise des questions du contenu de nos idées. T'sais. Ça se fait au fur et à mesure. Je pense pas qu'on le fait tout en même temps. Une idée à la fois en fonction des choses qu'on rencontre. T'sais. Donc, il y a eu ce premier point de départ-là. Peut-être pas le premier absolu, mais en tout cas un point de départ important. Puis après ça, ben, je parle un peu dans mon livre de ce qui m'a amené vers l'écriture. Tu sais, j'ai eu une crise dans ma vie un été, des deuils qui m'ont rendu moins capable de juste faire comme je faisais sur le pilote automatique ce que je faisais d'habitude. Donc là, ça a fait en sorte que ben, ce qui était devenu un peu, justement, une habitude, malgré cette espèce d'éveil-là que j'avais eu quand j'étais jeune, mais je me suis rendu compte que là, j'étais devenue un peu dans mes pantoufles, là, puis se remettre à penser pour vrai, ce qui était devenu un peu une posture ankylosée, je dirais, là. Ouais. Vous faites un lien avec la lecture et moi, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup intéressé, impressionné dans votre livre, c'est cette idée d'oser passer, vous l'avez dit au début, par le mode exploratoire, mais un mode exploratoire qui est enraciné dans votre expérience personnelle. Et j'y voyais là un peu une manière à la Montaigne ou les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, puisque vous l'avez souligné, puis vous avez fait vos études supérieures sur Jean-Jacques Rousseau, sa pensée. Donc, l'idée de passer par le récit de quelque chose de personnel, et puis de faire une analyse de ça qui nous amène, nous, les lecteurs, à essayer l'aventure de penser par nous-mêmes. Alors, vous avez ce passage où vous racontez la rencontre avec un vétérinaire. Donc, à vous de nous dire si vous voulez nous le partager, mais qui va déboucher sur, c'est ça qui m'a impressionné, 2 conclusions, c'est-à-dire, vous me corrigez si je me trompe, là. Vous dites à la fin de l'aventure que votre condition de maman, parce que vous êtes une maman, vos enfants vous ont donné, je dirais, des références à partir desquelles vous avez fait un choix que je qualifierais de raisonnable dans les circonstances. Encore là, vous me corrigez. Puis qu'après, vous revenez là-dessus en disant, ben oui, mais non, c'est toute la relation au sentiment, à la pulsion et tout. Puis ça se termine, si j'ai bien compris toujours, avec l'idée que ben, finalement, l'écriture va être l'espèce de sauf-conduit pour prendre encore plus de recul et puis peut-être en arriver à une conclusion plus mesurée, plus... Enfin, ce rapport à l'écriture, là, à partir de l'anecdote et surtout ce rapport à le rôle de la passion, de l'émotion, du sentiment. Là, je fais un clin d'œil à Jacques Rousseau. Puis celui de la raison. Vous dites à un moment donné, je ne suis pas une raison pure. Donc, mais oui, mais il y a les deux, donc force en jeu. Et vous terminez avec ce rôle important de l'écriture. Alors, j'aimerais bien vous entendre me corriger sur ce que j'explique tout croche. Oui, bien, je comprends la difficulté de l'expliquer parce que c'est difficile à vivre puis à percevoir puis tout ça. Puis cette parenthèse-là, d'ailleurs, ce passage-là, qui dans le livre maintenant s'appelle le vétérinaire, là, oui. Parce que ça raconte ma rencontre avec un vétérinaire que j'avais trouvé fort intéressant. Il s'appelait Parenthèse au départ. C'était quelque chose que je voyais un peu accessoire parce que, tu sais, j'étais partie un peu en mode philosophique. Là. On discute de façon un peu extérieure, des choses qu'on observe comme une espèce de témoin détaché. Puis j'arrivais avec des idées qui sont très conformes à la tradition philosophique. On a parlé de Platon, l'idée que, se libérer, c'est par la raison, se détacher des opinions, puis tout ça. Puis là, je me disais, ouais, mais il me semble que dans le vécu, c'est pas si simple que ça. Et j'ai eu la chance ou la malchance, en tout cas, c'est ça qui est arrivé, justement, là, on va le dire de façon simple, là, j'ai eu un kick sur un homme que j'ai rencontré comme ça, dans un contexte où, disons, c'était pas ce que j'aurais souhaité. Et là, ça m'a amené justement à l'opposition de 2 idées courantes sur la liberté. Hein, l'idée qui vient beaucoup de la tradition philosophique. La liberté, c'est par la raison, qui juge bien, qui prend des décisions, qui fait des choix éclairés, versus être libre, c'est suivre ses passions, qui est beaucoup plus
dans l'imaginaire collectif, là. Et puis là, ben c'est ça. Dans les faits, j'avais pas vraiment une décision à prendre parce que j'avais déjà décidé que je voulais pas juste suivre mes passions. Mais quand même, j'avais l'impression que simplement... Que la raison était un peu impuissante à simplement me dire, puis me faire adhérer, on revient à l'idée d'adhésion, là, à la règle que je m'étais moi-même donnée. S'il y avait une disproportion ou un écart entre ce que ma raison disant être bien puis ce que je ressentais, ça ne pouvait pas être vécu de façon positive. Puis dans les faits, sereine, je dirais. Sereine, c'est ça. C'était vécu comme, c'est ça, une atteinte à ma liberté, en quelque sorte. Donc là, c'est là que vient l'écriture. Hein. Ça a été un des événements qui m'a amené à reprendre la plume parce que, bon, c'était au travers de cet été de crise et tout ça. J'ai eu envie de déplier la situation que je vivais. Et là, je me suis mis à l'écrire. Puis, heureusement, dans la version finale, je passe beaucoup de détails. Hein? Je me suis mis à l'écrire et j'ai pris conscience en écrivant que finalement, ce qui me libérait, c'était ce processus d'écriture-là. Parce que l'écriture n'oppose pas la raison et la passion de la même façon que la vie, des fois, nous force à le faire. En réécrivant, on revit l'émotion qu'on a vécue, puis on la revit d'une façon relativement inoffensive puis compatible avec nos choix de vie. Je dis relativement inoffensive parce que, bon, vous disiez que c'était l'option raisonnable que j'avais choisie, mais quand même, mon cœur de mère me disait « Ouais, mais pendant que tu écris, tu n'es pas en train de t'occuper de tes enfants. » C'est pas comme ça que je le voyais, mais non, c'est tout à fait juste. Mais on se sent facilement coupable, les mères. Oui. Là. Mes enfants ont plus joué aux jeux vidéo cet été-là que ce que j'aurais pu vouloir. Là. Donc, pour moi, c'est ça. Il y avait un peu, juste dans le fait d'écrire puis de m'accorder ce temps-là, moi qui, c'est ça, qui suis mère, qui ai une job à temps plein, puis tout ça, ça a été extrêmement libérateur. Puis ça m'a fait me rendre compte que, justement, le choix de réorienter ma passion initiale vers un autre objet, ça me permettait de profiter de sa force. Tu sais, la passion, c'est une force motrice. Là. Il y a une belle image d'Anne Dufourmentel, philosophe et psychanalyste, qui dit on ne commande pas au vent, mais on peut choisir sa route. Tu sais, la passion nous meut. Si on ne fait que la réfréner, on se prive de cette force motrice-là. Mais si on s'abandonne complètement au vent, ben on se ramasse dans le mur. Puis là, une fois dans le mur, on se dit « Hein, mais c'est pas là que je voulais aller. » C'est pas ça pour vrai que je voulais. Tu sais, quand on agit impulsivement, souvent sur le moment, on pense qu'on est libre. Mais après, on se dit « Ah ouais, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. » Donc, l'écriture, justement, à cause du rythme que ça impose, ça force à ralentir les choses. Fait que ça étire le plaisir. Puis, ben, ça donne le temps à la raison de réembarquer, puis de revenir à nous-mêmes, puis à ce qu'on veut pour vrai, puis à se demander « Est-ce que je veux pour vrai? » Puis vous avez fait référence à mes enfants. Ben, une des choses dont j'ai pris conscience à cet événement-là, c'est que, bon, quand tu te trouves éprise comme ça d'un inconnu, tu sais, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Puis là, ben, le réflexe, en tout cas, moi, mon réflexe à moi, c'est « OK, ben fuis, tu sais, prends tes jambes à ton cou, puis va-t'en. » Chose que j'avais déjà faite quand j'étais jeune. Mais là, j'avais des enfants, je ne voulais pas juste faire ça. Donc, mes enfants, ben oui, m'ont en quelque sorte encline à pas faire ce que j'aurais eu envie de faire sur le moment, mais m'ont amené à faire ce que je voulais vraiment, qui était rester avec eux, puis faire ce que je voulais pour vrai. Là. Puis dans les circonstances, ben, c'est avéré que ce que je voulais faire pour vrai, c'était écrire. Puis écrire m'a procuré un plaisir incroyable. C'est un projet que j'avais depuis que j'étais toute jeune, puis que je me permettais jamais de faire, puis que là, les circonstances très fortuites de la vie m'ont permis de faire. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com.
Quand je vous écoute, je reconnais ce que j'ai déjà vécu avec d'autres amis, Amia, philosophe. Il y a une puissance dans l'intelligence féminine qui me plonge dans une stupeur, c'est-à-dire cette capacité de penser son monde, sa propre situation, en gardant les pieds vachement ancrés dans le réel. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Alors, vous avez, non, mais je pense sincèrement, vous avez d'ailleurs parlé de la question de la libération de la femme, de la condition féminine. Comment vous vous situez par rapport à ça à l'heure actuelle? Bien, en tout cas, je sais pas si je suis d'accord avec l'idée que les femmes peuvent faire ça. Peut-être que elles sont plus souvent portées à le faire ou qu'elles ont plus de facilité à le faire. En tout cas, moi c'est vrai que le réel, il revient. Les pieds reviennent sur Terre assez vite, même des fois plus vite que ce que je le voudrais, là. On a peut-être plus de difficultés à être justement libre ou à se sentir libre par rapport à nos obligations. Là. Les obligations pèsent souvent très lourd pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Anne-Marie Duval, Au pays du désespoir tranquille. Non, malheureusement. C'est un beau roman mélangé de petits bouts qui relèvent un peu de l'essai, là, où elle fait cette réflexion-là là, que les femmes, puis elle l'explique plus par la socialisation que par la nature, là. Mais on est souvent porté à répondre aux attentes. À chercher à répondre aux attentes. Puis il dit, les hommes ont des siècles d'avance d'avance sur nous pour la liberté parce qu'ils ont beaucoup plus développé que nous la capacité de différer la réponse à l'attente. C'est pour ça, entre autres, que beaucoup de femmes se choquent contre leur conjoint. Voyons, ils ne voient pas là, que le gazon est à couper, là. Bon, donc c'est ça. Je sais pas le rôle de la féminité puis la question de la naturalité, de la socialisation, je me prononce pas là-dessus. Par rapport au féminisme, ben, je dirais que j'ai une position assez nuancée. Je pense que c'est indéniable là, que le féminisme là, comme mouvement social a contribué là, à la libération, mais à la liberté des femmes en enlevant quelques contraintes, là, plusieurs, de nombreuses contraintes, autant légales que morales, que sociales et tout ça, en nous donnant l'idée aussi que c'est ça, on pouvait être ce qu'on voulait, avec l'idée d'égalité des sexes. Mais c'est ça, le féminisme, bon, c'est pas terminé, là, j'allais dire a tellement bien réussi, non, il en reste là, des choses à faire, mais quand même, le féminisme, je pense, a réussi à s'imposer dans les idées communes, là, du moins au Québec, puis peut-être plus généralement en Occident. L'idée d'égalité, en tout cas, dans la réalité, c'est autre chose, mais l'idée d'égalité s'est imposée. Puis, parallèlement à ça, ben, l'idée qu'il faut avoir puis prendre les moyens de notre liberté. Puis dans notre société, ben, c'est beaucoup le travail, hein, puis la carrière qui mène à ça. On est dans une société où, ben, pour faire beaucoup des choses qu'on veut faire, puis vivre comme on veut vivre, ça prend de l'argent. Donc, l'idée que être libre, c'est être indépendant financièrement, c'est imposé. Puis l'appel aux femmes à devenir indépendantes financièrement, fait que c'est devenu en quelque sorte une de nos idées reçues, là, des ombres de notre caverne, voilà. Que tout le monde, homme ou femme, sa priorité, là, aussitôt qu'il sort du giron familial, c'est d'avoir une bonne carrière, là, une carrière puis bonne au sens de lucrative, là, faire de l'argent. Donc, je trouve que cette idée-là, qu'on peut comprendre justement là, par le système économique dans lequel on vit, a fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour une femme ou pour un homme, pour n'importe qui, de s'imaginer pouvoir vivre autrement que par la carrière ou se définir autrement. Tu sais, ça a beaucoup, beaucoup donné d'importance à la carrière. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a un revers. Tu sais, je suis d'accord avec le féminisme comme mouvement. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que les féministes ont fait et font encore. Mais c'est ça,
une femme qui, aujourd'hui, voudrait être mère, sans avoir en parallèle une carrière qui lui donne son indépendance financière, ou être artiste, ou être, peu importe, de toutes les choses qu'on peut faire qui ne sont pas directement lucratives, bien là, on lui dit non, attention, là, il faut que tu t'affranchisses des hommes. C'est intéressant, c'est comme une autre forme d'aliénation à l'envers de ce que c'était avant. Là. Mais moi, c'est ça, je le vois, parce que j'en parle dans la perspective du féminisme, mais en même temps, cette contrainte-là, elle pèse sur tout le monde. Les hommes aussi, on leur dit, puis ça, on leur dit depuis toujours, il faut que tu sois capable d'être indépendant financièrement. C'est pour ça qu'en y réfléchissant, bien, le féminisme a fait que ça a pesé sur les femmes aussi, puis ça a remplacé l'ancienne norme. Avant, la norme, c'était la maternité. Fait que si tu voulais faire d'autres choses, c'est là qu'on disait, wow, attention. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Bon, fait que là, ils ont reviré ça. Puis sans doute que la carrière nous a donné, en tout cas, une variété plus grande de choix. Là. Surtout que la maternité n'est pas incompatible avec la carrière en tant que telle. Mais c'est ça, fait qu'au fond, c'est peut-être plus le capitalisme, le fait que, c'est ça, il faille avoir de l'argent individuellement. Puis c'est pour ça que j'en parle peut-être plus du féminisme dans le contexte du capitalisme, qui a fait en sorte que ça l'a réduit. Après avoir ouvert en idée nos possibles, défaites-vous de l'idée qu'il faut... Bien là, ça a fait comme, ouais, mais là, c'est parce que pour que ça ait une réalité, il faut que vous vous enligniez vers la carrière. En tout cas, je comprends qu'on identifie là ce qui serait, comme vous l'avez dit, une opinion de la caverne actuelle, l'obsession de la performance, l'obsession d'avoir des sous pour être indépendant. Et vous avez développé dans votre livre une réflexion sur l'anxiété. C'est un lien, me semble-t-il, assez nécessaire. Vous avez parlé de maîtriser l'anxiété par une passe de judo. Là, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, bien, l'anxiété, je pense que c'est une condition qui est extrêmement liberticide, là, parce que quand on est un peu anxieux, ça passe encore, mais un trouble anxieux, on perd le contrôle de notre propre esprit. Là. Notre esprit s'emballe, se met à anticiper avec des idées récurrentes, ça tourne, puis jusqu'à temps que qu'on soit plus capable de reprendre le contrôle. Donc, l'idée ici, puis encore là, je n'ai pas de cure miracle pour un trouble anxieux, hein, mais c'est en quelque sorte de voir à quel point c'est liberticide. C'est pas juste se dire... Tu sais, souvent, les étudiants, ils essentialisent un peu leur anxiété. Là. Moi, je suis une personne anxieuse. Tu sais. Oui. Non, toi, tu es une personne. Puis... Je vous arrête une seconde parce que ça me... Comment on distingue le trouble anxieux de l'angoisse métaphysique, si je me permets une espèce de vocabulaire un peu trop spécialisé peut-être, mais l'idée que comme nous sommes, nous les êtres humains, de conditions coincées entre les bêtes et les dieux, qu'on rêve d'immortalité, qu'on est forcément, tôt ou tard dans notre existence, dans une position angoissante, quelle est la part des choses? Parce que le trouble anxieux, c'est devenu, puis je pense qu'il y en a toujours eu, je parle d'une condition médicale, maintenant on en parle plus peut-être parce qu'on a des moyens pour diagnostiquer les choses, mais des fois je me demande si on en vient à oublier le fait que oui, mais l'anxiété doit faire partie du cheminement normal d'un être humain, sans que ce soit une maladie, bien entendu. Oui. Bien, je pense qu'il y a plusieurs distinctions à faire, là. Peut-être sur l'objet. Tu sais, les objets que vous décrivez sont quand même grands. Tu sais, alors que quand on a un trouble anxieux, on va s'emballer comme ça, puis on va se mettre à avoir peur même des plus petites choses. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a la nature des objets. On va s'exagérer des risques quand on a un trouble anxieux, alors que l'angoisse existentielle, bien, elle est fondée, là. Elle est en quelque sorte fondée. Puis, bien, c'est ça, les symptômes, ces manifestations vont être différentes aussi. Le trouble anxieux, je ne suis pas spécialiste, là, mais ça désorganise. C'est quand ça devient complètement paralysant, quand ça crée de très grandes souffrances. Alors que l'angoisse métaphysique ou existentielle, elle peut être extrêmement féconde. Elle peut être le coup d'envoi d'une démarche, d'une réflexion. En fait, j'ai sans doute lu ce passage de votre livre trop vite, mais je n'étais pas sûr de cerner qu'est-ce qui était visé.
vous parlez du trouble anxieux, finalement, ou de l'anxiété? C'est un phénomène social nouveau? Ça a toujours été, si on parle de l'angoisse existentielle. Qu'est-ce qui était visé par votre propos? Bien, je pense pas que c'est nouveau, là. Dans les lettres à Lucilius, il y a certaines descriptions qui montrent qu'il était témoin de ça, là. Oui. Il n'emploie pas exactement les mêmes mots, puis certainement pas le terme. Il médicalise pas ça, non, là. C'est sûr. Mais quand même, tu sais, il observait là, cette tendance-là à exagérer les mots, puis à perdre le contrôle de notre propre esprit, puis de nos affects à l'égard de ces mots-là. Donc, moi, j'en parlais plus comme quelque chose de préoccupant parce que là, c'est devenu un phénomène social, là, fait que c'est devenu quasiment normalisé, puis ça, il me semble que c'est justement pour le fait même qu'il ne faut pas le banaliser. Tu sais, si on vit dans un monde anxiogène. Anxiogène parce qu'il y a plein de choses inquiétantes, mais anxiogène aussi parce que on ne nous apprend pas très bien, je pense, à faire face à nos craintes, puis à mesurer nos propres forces, puis notre pouvoir d'action. Puis c'est ça qui devient paralysant, là. Ceux qui étudient ça, ils regardent les causes d'anxiété, puis ils voient beaucoup la façon dont on élève nos enfants, là. Les parents hélicoptères, là, tu sais, qui tournoient autour de l'enfant pour aplanir tous les obstacles devant lui, pour régler tous les problèmes à sa place, tu sais, qu'ils le maintiennent dans une espèce de ouate, là, pour s'assurer, ça, ils disent, ça fait... c'est sûr que ça fait des enfants anxieux parce que l'enfant se sera jamais confronté à des difficultés, puis, tu sais, il n'aura jamais appris à tomber, puis que, ça fait mal, mais j'en meurs pas, puis je me relève, puis je suis capable. Fait que, tu sais, ça fait des gens qui sont très peu conscients de leur propre force, puis qui arrivent à l'âge adulte sans avoir vécu les étapes nécessaires. Tu sais, le problème que tu as quand tu as 3 ans, il est petit, tu sais, il paraît gros, parce que tu as 3 ans, mais il est petit. Tu es capable, tu sais, d'y faire face. Puis si t'es pas capable, tes parents peuvent t'aider, tu sais. Donc, tu sais, il faut passer à travers nos problèmes c'est ça, de cours d'école, puis de suçon tombé dans le trou d'eau, puis de, tu sais, ces problèmes-là, puis avoir fait face, puis s'être rendu compte que, tu sais, je suis plus fort que je le pense, je suis plus résilient, pour après ça arriver à l'âge de nos étudiants, puis à nos âges à nous, puis à faire face aux problèmes qui sont de l'ordre de notre âge, puis se dire, non, tu sais, ça va. Donc, l'idée, c'est c'est ça, c'est peut-être de ramener l'attention sur la responsabilité collective qu'on a à l'égard de l'anxiété des gens. Bon, d'abord, par rapport à notre propre anxiété, voir qu'il y a des moyens. Si c'est un trouble anxieux, c'est autre chose, mais si c'est juste de l'ordre de « Hey, je suis un peu stressée, j'ai de la misère à gérer mon stress, puis j'ose pas... » il y a moyen, là, d'agir là-dessus pour pas que ça s'emballe. Puis c'est important aussi, parce que c'est beaucoup notre anxiété, je pense, qui cause celle des jeunes. On est un parent hélicoptère parce qu'on est trop anxieux. C'est vrai. C'est notre anxiété à nous. Fait qu'il faut mettre en quelque sorte le bâton dans l'engrenage, là. Fait que, c'est ça. C'est un peu un détour que je prenais dans mon livre. Mais parce que c'est ça. Je pense que l'anxiété, réellement, ça ne nous permet pas d'être aux commandes de notre vie. Mais je comprends bien, puis ça boucle la boucle avec la question de l'amitié. Cette anxiété vécue personnellement, un peu pour l'exorciser, il faut la partager. Il faut être capable de communiquer ce qu'on vit avec notre entourage, non? Communiquer, oui. Peut-être, mais je pense que, sans doute, là, je nie pas l'importance de l'amitié là-dedans, mais je pense, tu sais, une idée qui revient souvent dans mon livre, c'est se confronter au réel, tu sais, rentrer en contact avec le monde. Puis l'exemple que je donne, c'est... quand j'étais petite, j'étais une petite fille stressée. Je n'étais pas une fille fonceuse, pantoute. Là, je voulais bien faire, je voulais pas déplaire. Je vous arrête une seconde. Le temps passe, mais je me disais, je vous écoute dire ça, puis j'allais vous dire, parlez-moi donc de votre lapin. Puisque c'est important dans le livre, dès le point de départ. Je pense que ça va dans le sens de ce que vous apprêtiez à dire, là, le rapport à la vulnérabilité. Non? Oui, je viendrai au lapin. OK, parfait. Peut-être. Mais oui, c'est ça. Donc, j'aurais pu grandir comme ça. Je pense honnêtement que si j'étais née, si j'avais l'âge de nos étudiants, probablement que j'en aurais un trouble anxieux. Parce que j'avais ce fond de personnalité-là, parce que le monde autour de nous est plus anxiogène, puis tout ça. Fait que je pense que ça aurait pu déraper facilement. Mais bon, mes parents, quand j'étais petite, entre autres, j'avais peur de me rendre à l'école toute seule, à pied. Tu sais, plutôt que de dire, OK, on va t'amener d'abord. Tu sais, la plupart des parents amènent leurs enfants directement à l'école. Ils m'ont dit, non, on va partir en fin de semaine, puis c'est toi qui nous guides. Puis
Puis je suis partie, puis je me suis perdue. Puis ben là, ça a pris du temps, mais on s'est retrouvés. Puis, fait que tu sais, c'est ces expériences-là, je pense, qui sont importantes à donner aux enfants pour construire leur confiance en eux-mêmes, puis les rendre capables après ça, de se dire, OK, je suis capable de m'orienter, là, puis m'orienter dans l'espace, mais m'orienter dans les idées aussi, là. Mais on peut faire le lien avec le lapin, ouais, si vous voulez. C'est un lien que peut-être je faisais pas bien, mais c'était cet animal très fragile. Oui. Ben, le lapin, c'est une métaphore. Oui, on va le dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre. C'est une métaphore filée là, dans le livre qui me permettait justement de rendre compte de plusieurs aspects de la liberté, dont sa fragilité. Là. Je viens de raconter avec beaucoup de fierté cet événement de ma vie où j'ai passé par-dessus ma peur de me perdre, mais c'est pas comme si c'était réglé. Hein. J'ai gagné la confiance qu'il fallait pour me rendre à l'école, mais après ça, c'est toujours à refaire. À refaire, c'est ça. On se défait d'une idée reçue, mais sans s'en rendre compte, on continue de vivre selon plein d'autres, puis on oublie, puis on revient dans nos vieilles habitudes. Donc, je pense que la liberté, puis ça, ben, c'est une idée qui vient plutôt d'Hannah Arendt. C'est le fruit d'une espèce de négociation, hein, constamment à refaire. C'est pas quelque chose de gagné. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec l'idée que il suffit d'avoir conscience de sa liberté pour être libre. Là. Non. Il faut constamment se confronter. Puis le lapin, ben c'est ça, c'est un animal qui est capable de beaucoup de choses, méconnu, mais qui est capable de beaucoup de choses. Mais c'est ça, qu'il y a cette espèce de timidité puis ce caractère fuyant. Donc, le lapin, si tu veux, quand tu as un lapin domestique, si tu veux pouvoir être en relation avec ton lapin, comme tu pourrais l'être avec un chien ou avec un chat, il faut que tu l'apprivoises. Il faut que tu l'apprivoises. Il n'ira pas spontanément vers toi. Puis j'ai l'impression que la liberté, c'est ça aussi. Hein. Il faut apprendre à l'apprivoiser. Il faut y aller par étapes. Le lapin me permet de rendre compte aussi, l'image du lapin, du caractère un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais artificiel de la liberté, au sens où, oui, je reviens à l'idée que c'est une faculté naturelle, là, ça vient de certains aspects de ce qu'on est comme humain, mais dans la nature, la liberté humaine, elle nous mène pas très loin, là. On est confronté à trop d'adversité. Puis la même chose, hein, les lapins libres dans la nature, ça a l'air qu'ils vivent à peu près 2 ans, ils se font manger par des prédateurs. On arrive un peu à l'état de guerre de Hobbes. Hein, oui. Donc, pour que notre liberté puisse se développer, puis nous-mêmes, à travers notre liberté, bien, ça prend des conditions qui la protègent, d'où l'aspect politique de la liberté. Quand on a un lapin à la maison, puis qu'on veut là, pouvoir... Le lapin, il ne vit pas très bien dans sa cage, là, il se développe mal. Et, bon, c'est un animal qui est fait pour être libre, comme n'importe quel animal. Mais le lapin, pour pouvoir le laisser là dans notre maison, il faut créer des conditions en amont, là, parce que si vous laissez vos fils électriques, il va gruger les fils, il va ronger votre sofa, Bon, donc, il faut créer les conditions pour que lui-même se fasse pas mal, puis qu'il ne détruise pas tout alentour non plus. Puis ça, je pense que c'est vrai pour l'humain aussi. Hein. La dimension sociale, c'est ça, c'est créer des conditions pour qu'on puisse aller au bout de nous-mêmes, puis pas se revirer contre nous-mêmes non plus, puis explorer ça. Très belle métaphore qui va tirer la fin de la conversation qui a passé beaucoup trop vite. Vous avez cité, et je voulais terminer notre rencontre avec cette belle citation de Anne Dufour-Mathuel. On peut choisir sa route, mais on ne commande pas au vent. Et j'y ajouterais une autre citation d'Augustin d'Hippone. On peut se perdre dans la passion, mais il ne faut jamais perdre la passion. Alors, je pense que c'est ce qui sert un peu de gouverne là, pour dans notre existence, on peut mettre notre liberté à profit. Merci beaucoup de ce moment de partage. J'invite les gens à lire votre petit livre qui permettra de prolonger la conversation ou du moins la réflexion. Merci. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.